Parce qu'il dit qu'il recule sur quasiment 60 km et après on leur 100 demande de tenir et de revenir. Donc ils ne comprennent pas en fait la stratégie. Et ça, c'est le flou qu'on observe depuis des semaines, voire des mois sur le front. C'est-à-dire que les directives de commandement ne sont pas claires. Et quand les directives ne sont pas claires, eh ben, ça crée un flou et c'est ce qu'on appelle, nous, ordre plus désordre égale contre-ordre. Enfin, ordre plus contre-ordre égale désordre. Et c'est ça qu'on peut voir. C'est-à-dire que pour les soldats engagés, en tout cas dans certaines zones, c'est le désordre. Et les sorts de munitions. Oui, alors en fait, c'est pour ça que la stratégie russe, la tactique russe est complètement incompréhensible, parce que si vous mettez des barrages, des positions fortifiées, que vous enterrez des forces, derrière, il faut avoir un soutien, ce qu'on appelle des appuis en artillerie. Parce qu'un barrage qui n'est pas battu par les feux, il est franchi immédiatement en fait, par l'adversaire. Donc retirer des forces, sacrifier des munitions comme ça pourrait s'entendre sur un retrait, mais un retrait complet de Kherson, et retirer également des unités sanitaires comme on l'a vu. C'est une tactique qui va encore très probablement produire un désastre. Il faut dire qu'on a vu quand même pas mal d'images des Ukrainiens, des troupes ukrainiennes se servant quasi sur la bête, des soldats russes fuyant, prenant les munitions, des chars parfois, du matériel lourd également. Peut-être que les Russes à Kherson n'ont pas envie à nouveau de fournir des armes et des équipements aux Ukrainiens. Comme ça a été le cas à Kharkiv, sur la retraite de Kharkiv, effectivement. On a vu des soldats russes repartir aussi, là encore, des images qu'on a déjà vues, avec des machines à laver, même des WC, etc. Et rembarquer tout ça vers l'arrière. Donc. C'est aussi un signal intéressant du dysfonctionnement de la chaîne de commandement militaire, politico-militaire russe, parce que toute cette comparaison d'images entre ce que les états-majors prévoient, réclament, envisagent, destruction d'armes, notamment de stocks sur place, et le fait que Poutine en a fait un objet de Kherson, un objet politique important, parce que c'est la capitale de l'oblast, etc. Donc c'est un symbole qu'on ne peut pas abandonner. Il y a toujours ces contradictions internes dont le général a bien décrit les effets tactiques qu'ils produisent. C'est assez caractéristique de nombreux phénomènes difficiles à analyser qu'on a observés depuis le début du conflit. Et ça me fait penser à une citation qu'on pouvait lire dans les journaux russes en 2003, qui parlait de Poutine. Le président de la Russie est capable de faire adopter n'importe quelle décision, mais ne peut assurer l'exécution de sa décision à plus de 500 mètres du Kremlin. Et ben on est à peu près dans ce type de difficulté. C'est-à-dire que peut-être que Poutine a volontairement affirmé, c'est même assez certain, que Kherson ne devait pas tomber. Il n'en demeure pas moins que sur le plan militaire, c'est-à-dire quand on descend au niveau du grade de chef de corps, du colonel qui gère les régiments et du général de brigade qui pilote les brigades qui sont sur place, eh bien on fait face à la contrainte logistique, la contrainte matérielle, la contrainte du temps, la contrainte... Et la réalité du terrain, vous avez raison. La réalité du terrain. Et en fait, cette distorsion entre la réalité opérationnelle et les objectifs politiques produit les espèces de phénomènes incompréhensibles qu'on peut percevoir de là où on se trouve. Moi, je pense que quand même il y a des explications. Ce que vous dites, c'est surtout qu'il y a deux choses. Tout d'abord, on a bien dit ça depuis le début de la guerre. On ne sait pas du tout quelle est l'info qui arrive effectivement jusqu'à Poutine, jusqu'à les chefs de commandement. Car on sait déjà que le début de la guerre et la guerre a été déclenchée car Poutine n'a pas eu des informations fiables sur le terrain. Et là, quand on lit un peu des témoignages qui sortent des soldats qui ont fui la Russie, qui ont combattu à côté de Kherson au début de la guerre, on voit ça très bel et bien. Qu'en fait, il y a vraiment eu des petites erreurs de commandement. Il y a aussi le fait qu'il y a des milices de Wagner qui ont combattu à côté de l'armée russe. Vous avez aussi eu des Tchétchènes et des gens qui n'ont pas combattu dans la guerre réelle avant ce conflit-là. Donc il y a tous ces petits milices, tous ces petits types de l'armée qui ont combattu l'un à côté de l'autre et qui se sont pas réellement communiqués. Donc c'est un peu pour ça qu'on peut bien voir ça qui entre un peu de ce qu'on a vu même au début de la guerre en Russie. Il n'y a pas d'information qui va du Kremlin jusqu'à même les chefs de l'oblast. Il n'y a pas d'information qui circule de manière horizontale. Et quand on n'a pas d'information, on a tendance de prendre des décisions qui peuvent paraître bizarres. Et bien justement, on va revenir sur ces difficultés de l'armée russe. On ne cesse de vous le dire. Benjamin Cruer nous a rejoint. Vous nous parlez aujourd'hui, Benjamin, d'une localité dans le Donbass que les Russes veulent reprendre. Leurs offensives sont nombreuses, mais ça ne fonctionne pas. Les Russes ont subi de lourdes pertes ces derniers jours. Des centaines de morts en 4 jours. C'est l'histoire du petit village de Pavlivka. Alors les Russes en parlent beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il est très bien placé, vous voyez. Il est juste à proximité de cette voie de chemin de fer qui va ensuite ravitailler les troupes du côté de Kherson. Donc les Russes multiplient les offensives pour reprendre ce village. Sauf que les Ukrainiens résistent beaucoup, avec leur artillerie notamment. Et les pertes sont tellement énormes pour les Russes qu'ils ont écrit une lettre au gouverneur de leur région d'origine pour faire pression sur les généraux pour dire d'arrêter le carnage. Alors voici la lettre en question. Conséquence de cette offensive minutieusement planifiée, voyez l'ironie, nous avons déjà perdu 300 soldats tués, blessés, disparus en seulement 4 jours, 50% de nos véhicules
Et je ne parle que de notre brigade. Donc ça, c'est la 155e brigade d'infanterie de marine qui a écrit ça. Une brigade qui a fait les 2 guerres de Tchétchénie. En 2 guerres de Tchétchénie, ils avaient eu moins de 300 morts. Donc en 4 jours, plus qu'en 2 guerres de Tchétchénie. Ça fait tellement de bruit que même les blogueurs de propagande russes en parlent. Lui, il s'appelle Alexandre Sladkov, il est très suivi. Il dit l'attaque de Pavlivka suggère que nous avons encore des généraux qui pensent que 2 x 2, ça fait 5. Les erreurs des généraux sont la mort des soldats. Merci beaucoup, Benjamin Cruard. Thomas, vous vouliez réagir? Oui, ce qui me frappe, c'est d'abord une lettre de cette nature, c'est extrêmement rare dans un pays qui est sous contrôle en Russie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas signée par n'importe quel type de brigade. En l'occurrence, elle est signée par les soldats des troupes de l'infanterie de marine. Or, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de l'armée de terre, l'infanterie de marine, en général, c'est souvent considéré comme les troupes d'élite, parce que ce sont des troupes qui sont pensées comme des troupes coloniales, qui ont une sorte de capacité couteau suisse à se déployer sur des terrains extrêmement divers, dans des conditions extrêmement diverses, avec une très très grande adversité. Donc que ça soit des troupes d'élite, entre guillemets, qui se permettent, enfin qui subissent des pertes aussi importantes, si tant est que tout ça soit avéré, bien entendu. A priori, ça l'est, puisque vous l'avez diffusé, donc c'est vérifié par LCI. Plus qu'en 2 guerres de Tchétchénie, nous voilà, rappelle donc, Benjamin. Ça, ce sont les chiffres. Ouais. Pour le Voilà, donc une fois qu'on constate ça, alors que ce sont censés être les troupes d'élite, c'est extrêmement alarmant. Et ce qui est intéressant, c'est que tactiquement, les soldats ont choisi de s'adresser au meilleur contre-pouvoir, entre guillemets, qui peut exister à Poutine, si tant est que des contre-pouvoirs existent réellement dans ce pays, c'est-à-dire aux gouverneurs des différents États de la Fédération de Russie, qui sont donc qui gèrent le pouvoir décentralisé de la Fédération de Russie. Et c'est intéressant parce que la Russie étant un pays immense, son caractère parfaitement continental, son caractère extrêmement étendu, fait des gouverneurs des politiciens qui ont un rôle extrêmement important pour gérer la stabilité du pays à travers l'ensemble du territoire. Et donc de s'adresser aux gouverneurs dont sont originaires ces soldats d'élite montre qu'ils veulent vraiment chercher là où le pouvoir peut être déstabilisé, c'est-à-dire dans ce qui assure normalement la stabilité. Pour circuiter, vous avez raison, quelque part le Kremlin. Pour Le pouvoir Kremlin, faire ils ne se sont pas remonter adressés à la l'information. Douma. La Douma est complètement au bottes de Poutine. Ils ne se sont pas adressés à Poutine lui-même. Ils se sont adressés aux seules personnes qui auraient un semblant de latitude de pouvoir faire bouger légèrement le système politique sur cette alerte qui est que tactiquement, ils enchaînent les échecs dans cette zone. Les erreurs des généraux sont la mort des soldats, écrivait donc Alexander Sladkov, le correspondant de guerre russe sur Telegram. On pourrait même aller plus loin aujourd'hui et se demander si les erreurs des généraux ne causeraient pas leur propre perte. Y aurait-il des risques de mutinerie au sein de l'armée russe ou de fragging? Vous devez connaître ce terme de fragging, le jargon de l'armée américaine, général Dutartre. Explication du général Yakovlev hier soir sur notre antenne. Et je pense que ce qui va arriver, et qui arrive peut-être à l'armée russe, c'est la même chose que l'armée américaine a connu au Vietnam, ce qu'ils appellent le fragging, c'est-à-dire tuer les officiers. Fragging par grenade à fragmentation, parce que l'avantage, c'est que ça peut être... Un saboteur peut l'avoir jeté, il n'y a pas de balistique, il n'y a pas de preuve de qui l'a jeté. Il y a 3000 officiers américains qui sont morts dans la guerre du Vietnam. On pense que 900 d'entre eux sont tombés par fragging. Les raisons pour lesquelles ça s'est passé existent aujourd'hui en Russie. Première raison, une guerre sans but. Les gars au Vietnam n'y croyaient plus, et là, les Russes en Ukraine, ils n'y croient pas. Deuxième raison, une très grande différence entre les officiers et les soldats, et en particulier les professionnels et les conscrits. C'est le cas ici. Troisième raison, très souvent, le racisme. Pour faire court, c'était souvent, on pense, un officier blanc tué par un noir. Je suis caricatural en disant ça. Oui, bah là, vous avez toutes ces minorités commandées par des Russes blancs. Il y a un élément de racisme très profond. C'est un peu la suite de ce que vous disiez, Thomas, c'est-à-dire ces gens qui sont jetés dans la guerre, qui n'ont pas véritablement forcément d'appartenance ou de grand soutien pour le Kremlin. Des mutineries, on en parle, on entend, quelquefois on voit quelques vidéos, toujours très difficiles à authentifier en général, mais ça pourrait être une réalité sur le terrain. Quand les soldats y croient plus. Ah non, mais c'est ça le moral des soldats sur un théâtre d'opération, c'est capital en fait. Et vous savez que des soldats vont se faire tuer pour un chef, mais à l'inverse, si le chef n'est pas du tout à la hauteur des espérances, ça peut très très mal se passer. On a vu dans plusieurs scénarios qu'évoquait votre... D'autant qu'on sait que l'un des problèmes de cette armée russe, c'est le manque de chefs, Mais manque bien sûr. d'encadrement sur le Oui, terrain. absolument.
moi, secrètement, ce serait la meilleure issue possible pour ce conflit, c'est-à-dire un effondrement de l'armée russe parce que les gens n'y croient plus, ne comprennent pas leur chef, et voire même une rébellion des soldats. Moi, je le souhaite. Est-ce qu'on y arrivera ? C'est vrai que tout ce qui a été dit est tout à fait juste. Ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver sur le théâtre, parce que je pense qu'un écroulement de l'armée russe entraînerait également un écroulement du système politique russe dans sa généralité, et donc tout le système autour de Poutine. C'est ce qui pourrait se passer de mieux. Mais on n'en est pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que dans certains endroits, localement, c'est indéniable. Isabelle Dufour, vous êtes d'accord avec tout ça ? Ce qui pourrait arriver peut-être entièrement. Mais je pense également qu'on n'en est pas là aujourd'hui. Enfin, je m'avance peut-être un peu parce qu'on a très peu d'infos, et puis on voit des scènes épisodiques de mutinerie. On voit là encore un épisode de tension entre les soldats et leur hiérarchie. Mais qu'en est-il vraiment de l'ensemble de l'armée russe présente sur le terrain ? En vrai, on n'en sait rien. On n'a aucun moyen de le savoir. Donc, et ça, c'est un peu le cas depuis le début de l'offensive, en fait. Ce souhait qu'on aurait tous, parce que je pense effectivement que ça serait une excellente solution de sortie de crise, en fait. C'est possible. Enfin, je vous pose la question à tous les deux, mais c'est possible. Effectivement, on a des signes que peut-être c'est même pas ça qui se passe en ce moment-là, mais il y a des grandes difficultés au niveau organisationnel de l'armée russe. Je parle notamment des mobilisés qui arrivent maintenant en armée, un grand nombre, et parfois ce sont des mobilisés qui ont déjà fait leur service militaire. Et ce que tout le monde attend de ce service militaire, qui est obligatoire en Russie, effectivement, vous avez toujours des problèmes de discipline. Même en temps de paix, il y a toujours un ou deux conscrits qui arrivent et qui fait un shooting parce qu'il n'en peut plus. Et donc, si jamais ils sont envoyés sur le terrain de guerre, c'est effectivement ça qui peut se passer.